Salut, je suis Arthur Faure et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de La Causerie Tech en compagnie de Romain Pinchenat pour discuter aujourd'hui de différents sujets tech et principalement du coup du Samsung Unpacked qui a eu lieu cet après-midi. Salut Romain. Salut Arthur, bienvenue à tous dans La Causerie Tech. Et en effet, on va vous parler du coup de l'événement Samsung Unpacked 2020. Donc le 5 août 2020, c'est l'événement un petit peu principal de Samsung dans lequel ils ont présenté leurs nouveaux produits. Pour faire un rapide tour avant de commencer et d'aller un peu plus en profondeur, ils ont notamment révélé le nouveau Galaxy Note, donc le téléphone Galaxy Note, leur plus grand format, la nouvelle Galaxy Tab également. Ils ont également révélé une nouvelle smartwatch. Des nouveaux écouteurs sans fil, donc concurrents aux AirPods et à tous ces types d'écouteurs là, et également le dernier sujet, celui qu'on abordera en fin de podcast et qui est certainement le plus intéressant, le Galaxy Z Fold, la deuxième version de leur smartphone pliable qui passe d'un format téléphone à un format tablette et qui est vraiment intéressant cette année, mais ça on va en débattre un petit peu plus. Pour commencer à discuter sur cet événement de Samsung Unpacked, moi ce que je voudrais aborder c'est le format un petit peu. Suite à la crise du coronavirus, tous ces événements, maintenant il n'y a plus de public dans la salle, hein. C'est vraiment des événements préparés et diffusés en direct en ligne. Là Samsung a fait le choix justement de faire un événement en direct, c'est-à-dire que les présentateurs parlaient en temps réel, au contraire par exemple de l'événement de Sony pour la PlayStation ou d'Apple pour leur keynote, où ils avaient tout préenregistré. Là, Samsung, il y avait vraiment une scène avec des vrais présentateurs qui introduisaient après certaines vidéos qui étaient préenregistrées. Mais il y a eu quand même cet effort-là qui était fait sur une scène que j'ai trouvée plutôt réussie. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Arthur ? Alors, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire en direct. Ça allait un peu à contresens de ce qu'avait fait, et on va encore parler du coup d'Apple parce que c'est la dernière keynote, grosse keynote qu'on a pu voir de ce genre-là. Apple avait fait le choix donc de préparer, de tourner en amont la conférence. Là pour le coup, on avait des présentateurs en direct qui se rapprochaient plus des keynotes, on va dire plus traditionnelles. Je trouvais que c'était quelque chose de plutôt cool. J'ai trouvé qu'il y avait aussi ce côté un peu fun que les autres n'ont pas eu. Alors on en a eu beaucoup, hein, des keynotes un peu spéciales ces derniers temps. Je parlais de celle d'Apple juste avant, mais on peut aussi parler de celle de Free avec Xavier Niel, on peut aussi parler de celle de Sony par exemple. Là, on a eu un côté qui était beaucoup plus fun, avec du coup un faux public. Alors c'était réel, hein, les personnes, mais étaient sous forme de visio et sur un mur complet qui était assez cool. On a vu aussi quelques éléments de réalité augmentée, si on peut dire ça comme ça, dedans, qui donnaient un petit peu plus de fun. Ouais, pour moi c'était une conférence assez fun, assez originale et qui du coup vraiment tranchait avec ce que fait la concurrence actuellement. Ouais, bah alors là, ça tombe bien que tu nous parles un petit peu de ce mur de public. Ils ont eu l'idée originale, on va dire, fun comme tu le dis, de mettre sur leurs grands écrans derrière la scène de présentation beaucoup de personnes, voilà, qui étaient en visio, qui étaient plus ou moins des Samsung Insiders, donc des gens plus ou moins affiliés à Samsung et qui applaudissaient quand il y avait des annonces. Moi, je te donne mon avis clairement, j'ai trouvé ça dégueulasse. On se serait cru dans un jeu télévisé un petit peu. J'ai pas trouvé ça pro. Autant leur scène était très quali, c'était très joli, il y avait une transition entre deux scènes des fois, c'était bien propre. Mais ça, moi j'ai pas du tout apprécié. Toutes leurs vidéos, tous leurs trucs étaient vraiment propres. Ça, franchement, je les salue pour ça. Mais ce faux public à la manière jeu télé, moi, je valide pas du tout. Je valide pas. Alors ouais, c'est vrai que par moment ça pouvait faire un petit peu too much, surtout les applaudissements qui étaient un peu répétitifs à chaque annonce de produit. Bon, en soi comme on aurait eu dans une salle pleine, hein. Mais c'est vrai que ça pouvait faire un peu too much. Moi j'ai trouvé que l'idée était plutôt cool, plutôt originale. On avait du coup les visages alors je sais pas si c'était vraiment des insiders Samsung ou si c'était des collaborateurs Samsung, parce que je sais plus comment ils ont tourné cela en présentant, mais enfin bref, on avait un peu les visages de Samsung. Je trouvais que c'était cool, que c'était une bonne idée, que ça changeait et puis que ça rajoutait un petit peu de dynamisme, un peu plus de vie à ces conférences qui peuvent paraître sans vie justement.
Ouais, ça reconnecte un petit peu à la réalité. C'est vrai qu'il y a cet avantage, mais enfin, à mon goût, en tout cas, ça manque de côté quali, ça rabaisse un petit peu le niveau de la présentation qui était très smooth, bien travaillé avec des vidéos très léchées. Et ça, pour moi, ça faisait un petit peu bas de gamme, hein. Donc, c'est le petit moins que je retiens de cette présentation à mon goût. Après, je comprends tout à fait que tu sois pas d'accord là-dessus. Euh, mais voilà, c'était le point sur la présentation, sur la manière dont ça a été fait. Je trouve ça aussi assez intéressant de voir comment les différents acteurs organisent leur présentation dans ce monde actuel où on peut pas faire de gros événements avec beaucoup de monde. Et puis maintenant, on peut peut-être passer aux produits, hein, si ça te convient. Oui, alors du coup, Samsung a présenté plusieurs produits, comme tu l'as dit au début. Deux nouveaux smartphones, du coup, le Galaxy S20 Note, attends, reprends-moi, le Ouais, le Galaxy Galaxy Note Note 20. 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Ouais, c'est vrai que la gamme est un peu compliquée avec tous ces chiffres. Donc on a deux smartphones qui sont donnés comme des smartphones haut de gamme. Ouais, ultra haut de Le gamme. premier, plutôt haut de gamme, hein. Le premier est à 1000 $, le second est à 1300 $, ce qui peut paraître un petit peu cher au vu des matériaux utilisés, notamment pour le premier, mais on en reparlera. Donc on a ces deux smartphones qui sont dans la continuité de la gamme de Samsung, donc avec les Galaxy Note, qui sont, on le rappelle, ces téléphones qui sont par nature assez grands et avec un stylet intégré qui permet donc de prendre des notes dessus, et qui est donc ce stylet, le S Pen, qui a lui aussi eu le droit à ces petites nouveautés. Des nouveautés plutôt cool. Globalement, moi, ce smartphone, je le trouve assez cool. J'ai un penchant, on va dire, pour la plus grande version, hein, donc à 1300 $, le Ultra, qui est beaucoup plus quali. Donc, comme ce que je disais, par rapport à la première version, donc au standard, parce que le standard a seulement un dos en plastique. Le second est vraiment beaucoup plus travaillé niveau matériaux. Le premier aussi a un écran plat, alors que le second a un écran Edge qu'on connaît assez bien chez Samsung. Ouais, Donc qui voilà, c'est toutes arrondit sur ces... les bords et Voilà, qui vient voilà, c'est contourner ça. un petit peu le téléphone. C'est ça, avec ces bords dessus qui donnent un peu d'identité au téléphone. Moi, j'ai trouvé ces deux smartphones plutôt cool. Je sais pas trop ce que tu en as pensé. Ben ouais, donc déjà comme tu disais, la gamme Note, hein, chez Samsung, c'est vraiment le grand téléphone par excellence. Moi, il y a un petit truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est entre le Note et le Galaxy S20 par exemple cette année, qu'est-ce qui est vraiment le ultra haut de gamme chez Samsung? J'imagine, enfin en termes de prix, c'est en général la gamme Note qui est un petit peu plus haut. Donc là, on peut dire qu'on est sur le top du top de Samsung. Il y a donc, comme tu l'as dit, une version S20 et S20 Ultra. Moi, ce que je reproche à ce niveau-là, c'est qu'il y a une grosse différence en fait entre le S20 et le S20 Ultra. Par exemple, comme tu l'as dit, l'écran, mais aussi le dos du téléphone. Sur le S20 classique, c'est un dos en plastique, donc qui a été bien retravaillé, etc., mais en plastique, sur un téléphone à 1000 $, annoncé en tout cas, sans compter les taxes. Je trouve ça un petit peu déconnant quand même de la part de Samsung. Ils font depuis quelques années vraiment des beaux produits avec des beaux matériaux. Là, sur du ultra haut de gamme, garder ce dos, avec des matériaux un petit peu moins reconnus, je trouve ça dommage. Ils ont fait pas mal de concessions finalement sur le S20 classique, et le seul vrai très haut de gamme, très quali, très bien fini, c'est le S20 Ultra, et du coup tu es obligé de débourser 1300 $. En euros, je sais pas combien ça va faire, mais ça risque de piquer, hein, parce que souvent, enfin d'après mon expérience, le prix en dollars qui est annoncé hors taxe, souvent quand on arrive en France avec les taxes notamment et la conversion qui est faite un petit peu comme eux l'entendent, et pas forcément avec la vraie conversion dollar-euro, mais ça pique en Europe, donc ça risque de faire en fait un téléphone ultra cher si on veut vraiment un téléphone qui ressemble à du très haut de gamme. Donc moi, c'est ce que je lui reproche un peu. Après, il a l'air magnifiquement bien fini. Il y a un écran aussi 120 Hz, il me semble, sur le Galaxy Note Ultra. Donc voilà, un écran top. Il est plutôt beau, hein. Il se débrouille bien avec toutes ses caméras. Je trouve que ça fait un look assez luxueux pour le coup. Des belles couleurs, dont mince, comment ils appellent ça?
le doré là. Le Mystique bronze, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ouais, Mystique Bronze, il me semble bien, Ouais, qui c'est à rend peu près pas ça. mal. Voilà, ils ont des jolis coloris. Le Mystique Noir aussi est très sympa avec voilà assez discret mais assez classe. Donc ouais, j'aime bien ça. Le S Pen qui a été encore amélioré avec un temps de réponse maintenant une petite latence de 9 millisecondes seulement alors que c'était à 42 avant. Donc enfin, je l'ai jamais eu en main, jamais utilisé plus que ça, mais ça semble être voilà, toujours une amélioration bonne à prendre pour que le stylet paraisse de plus en plus naturel. C'est déjà ce qu'Apple avait fait avec l'Apple Pencil, donc ça va dans le bon sens pour moi, hein. C'est un bon téléphone. Après, est-ce que la version S Note 20 classique vaut 1000 $? Moi, ça me paraît pour le coup un petit peu cher par rapport à la finition qui est apportée sur le produit, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, pour revenir à ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, en parlant de la gamme, moi, je visualise un peu la version, enfin le Samsung Galaxy Note comme un téléphone plus professionnel que le Galaxy S, etc. Mm. Pour moi, c'est vraiment un téléphone pro avec ce stylet pour pouvoir prendre des notes, etc. Je le vois plus comme ça. C'est vrai que du coup la finition ne fait pas pro la première version, donc le normal. Après voilà. Pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'écran, c'est un point qui est un peu dommage, un peu regrettable, c'est que sur la version standard, l'écran n'est qu'en 60 Hz. Ce qui paraît très correct comme ça, hein. Beaucoup de téléphones sont en 60 Hz. Là, on est sur un téléphone qui est quand même vendu 1000 $. Mm. Comme tu disais, 1000 $ en prix annoncé, alors que du coup la version Ultra est en 120 Hz. C'est un petit peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu faible pour un téléphone de ce standing-là, mais bon, passons. Et le S Pen, comme tu disais, donc a ce temps de latence, on va dire, qui est diminué du coup. Et ce grâce à une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle qui va être en mesure de prédire le tracé que tu vas effectuer avec le S Pen. C'est assez ingénieux, c'est pas mal. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça en tout cas dans un stylet. Apple n'utilise pas ça, par exemple pour dans son Pencil sur l'iPad Pro. C'est quelque chose de cool. Je sais pas non plus, j'ai pas eu l'occasion de vraiment essayer. Alors j'ai pu en tester rapidement, hein, des Galaxy Note, mais pas en profondeur et pas suffisamment pour remarquer si la latence était vraiment problématique. Bon, pour moi c'est un petit plus qui est cool, surtout sur un téléphone du coup si on le classe dans une gamme professionnelle. Ouais, bah carrément, c'est vrai que dans cette idée d'usage-là, c'est très bien. Le Pencil semble bien avancé, et puis avec cette technologie ouais, de prédiction, du coup, alors faudra voir bien sûr quand ce sera utilisé, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça prédit bien là où on va écrire, mais c'est assez innovant, et pour le coup, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle utile, parce que des fois on a tendance un petit peu à en placer un petit peu partout, surtout dans les présentations, et là il semble voilà, avoir trouvé une bonne opportunité de l'utiliser intelligemment et de manière pratique, donc ouais, why not, hein, faut voir ça maintenant. Carrément, j'ai hâte de pouvoir prendre en main ces smartphones pour voir ce que ça peut donner en tout cas, parce que c'est assez original. Pour compléter ça aussi, Samsung a du coup annoncé, alors la tablette, on peut parler de ça si tu es d'accord. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur cette Galaxy Tab, mais vas-y, je te laisse faire un petit J'en point ai là-dessus pour le quelques-unes à présenter aux dire. auditeurs. Ouais, alors là on est donc sur la nouvelle tablette, hein, la Galaxy Tab de chez Samsung, qui est assez connue, qui n'était pas forcément très bien appréciée ces derniers temps. Mais là ils ont réussi à se rapprocher un peu du standard du marché, hein, qui est l'iPad Pro par exemple, sur le point du design, hein, on va pas se mentir. Le design est vraiment ressemblant à celui de l'iPad Pro, avec par contre de très bonnes améliorations par rapport à ces derniers, notamment sur la webcam. Placer la webcam du coup au centre quand on place la tablette à l'horizontale, c'est pour moi beaucoup plus intelligent que de la placer au centre quand on est à la verticale. Bon, après c'est des questions et c'est des préférences, mais je trouve que ça a beaucoup de sens à une époque où on fait beaucoup de visio. Vaut mieux avoir du coup cette webcam du coup vraiment en face de soi plutôt que sur le côté, étant donné qu'on a plus l'habitude d'utiliser ce genre de tablette en mode paysage.
Donc ça, c'est un petit point super cool. Bon, niveau design, on a aussi des arêtes plutôt droites, à l'image de l'iPad Pro et des futurs iPhones selon les prédictions. Donc c'est quelque chose de très élégant, très joli. On a aussi l'arrivée, alors la compatibilité avant du S Pen sur cette Galaxy Tab, qui est quelque chose de plutôt cool, parce que si tu as un Galaxy Note et que tu as la Galaxy Tab, bon bah le stylet du Note peut servir pour ta Tab aussi. Je trouve que c'est quelque chose de sympa. Et ils ont complété ça avec l'arrivée du coup de ce clavier qui est plutôt cool aussi, qui a l'air de bonne facture. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut devenir une machine pro. Oui, non, mais tout à fait. Après, ça me fait un peu rire quand tu dis le marché de la tablette, ils se sont mis au niveau. Le marché de la tablette, finalement, il est assez fermé, hein. Il y a Apple qui domine énormément avec l'iPad, Samsung qui est, on va dire, une des seules opportunités voilà, viables à côté. Là, aujourd'hui, avec cette Galaxy Tab, ils se mettent vraiment au niveau. Déjà, niveau design, c'est pas mal du tout. Niveau performance, c'est pas mal du tout. Après, je pense que Samsung sait pas vraiment comment la placer, cette Galaxy Tab. On voit que sur la page de présentation, donc avec le clavier, le pied, le pencil, ils te mettent un petit peu toutes les utilisations d'un coup. Moi, ça me ferait presque plus penser à une Surface sur la page de présentation qu'à un iPad Pro. Je pense que Samsung, ils savent pas exactement où se placer, parce que finalement, le marché de la tablette, c'est pas un marché très florissant, il me semble. Donc, je pense à voilà, ils restent en piste avec cette nouvelle Galaxy Tab. Ils font un truc propre, mais il n'y a pas encore de placement très propre de est-ce que c'est pour les pros, est-ce que c'est pour les particuliers, est-ce que c'est un ordinateur amovible. Donc c'est peut-être à voir ça sur les prochaines années, un petit peu dans quelle direction est-ce qu'ils tirent cette Galaxy Tab. T'en penses quoi? Ouais, c'est assez vrai, d'autant plus que lors de la présentation, et on va en reparler en abordant les partenariats avec Microsoft, on a pu voir Samsung utiliser son propre ordinateur, qui était un laptop Samsung. Et du coup, là, on se dit, mais qui tournait sur Windows, hein. Donc on se dit pourquoi ne pas avoir mis Windows dans cette Galaxy Tab pour se rapprocher du coup de la Surface et plus faire un PC portable hybride, vraiment à la manière des Surface et Surface Pro. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. J'ai du mal à voir où se place cette tablette. Pour moi, c'est une tablette qui a vocation à être un outil professionnel. Donc est-ce que c'est judicieux de la faire tourner sur Android, ou n'aurait-il vraiment pas mieux fait de mettre Windows dessus? Après voilà, c'est une question, et ça va nous permettre en tout cas de faire une petite transition vers le partenariat avec Microsoft, puisque Samsung a présenté, on va dire, cette possibilité d'utiliser ses apps de son smartphone sur un laptop ou un PC fixe qui tourne sous Windows. Donc c'est encore un peu flou cette tablette. Pourquoi elle se retrouve sous Android alors qu'elle pourrait être sous Windows en faisant tourner des applications Android, on va dire, comme streamées par son téléphone. Mm. Ouais, bah, carrément. Après, ça, c'est bah, justement un sujet, on comptait l'aborder. C'est vraiment intéressant, c'est ce rapprochement entre du coup Samsung et même Android en général, je pense, hein, et Microsoft pour créer un vrai écosystème en fait, concurrent de l'autre écosystème principal dans l'informatique, sans citer de nom. Et ça paraît vraiment intéressant. Une meilleure intégration qui se fait déjà depuis quelques années, hein. Je crois maintenant on peut récupérer les SMS sur un ordi Windows Ouais, tout à fait, avec tout un à fait. téléphone Android, des choses comme ça, des tentatives d'airdrop likes, donc de services pour partager rapidement ces fichiers d'un téléphone vers un ordinateur par exemple. Et là, du coup, ils ont présenté le fait de pouvoir faire tourner des applications smartphone, donc des applications Android sur son ordinateur Windows. Alors, je sais pas s'il faut avoir connecté le téléphone avec un câble à l'ordinateur, si ça se fait par Bluetooth, par Wi-Fi. J'ai pas eu le détail de ça. Est-ce que tu as des petites infos? Alors dans la présentation, il n'y avait aucun câble, hein. Donc normalement, ça se fait, on va dire, sans fil. Je sais pas si ça fonctionne avec un compte. C'est quelque chose qui me surprendrait pas.
qu'il faudrait se connecter avec son compte Samsung. Après, comment ces apps, on va dire, sont streamées, parce que ça m'étonnerait que les apps tournent sur l'OS sur Windows, par exemple. Clairement. Ça me paraît un peu compliqué. Donc, je sais pas comment, en tout cas, le smartphone et en tout cas la puissance du smartphone peut être streamée. Ouais, en tout cas c'est intéressant en tant que cas d'usage. Après c'est une solution qui semble pratique. Est-ce qu'elle est bien sur le long terme? C'est-à-dire, est-ce que quand on va être dans les transports, dans un train par exemple, on va pouvoir facilement récupérer le stream de son téléphone sur son ordinateur? Pas sûr si ça passe par le Wi-Fi. Donc c'est un bon cas d'usage, mais peut-être que la méthode qui est en train de mettre en place Apple, et c'est une méthode qui met bien plus de temps, mais de rendre les applications mobiles compatibles directement avec l'ordinateur nativement, je pense que c'est mieux en termes d'expérience utilisateur sur le long terme, mais sur le court terme, là, ils proposent une solution qui donne un accès qui semblerait illimité. On n'a pas encore la liste des applications compatibles, mais ils n'avaient pas l'air de dire qu'il y avait de grosses restrictions à ce niveau-là. Donc c'est une bonne solution pour pouvoir peut-être accéder à Snapchat depuis son ordinateur, poster des photos sur Instagram depuis son ordinateur, sans avoir à streamer son téléphone sur son ordi, mais vraiment en ouvrant l'application mobile depuis son ordinateur. Donc c'est des fonctionnalités intéressantes et ça me paraît en fait surtout en tant que tel le partenariat une superbe opportunité pour Samsung et comme pour Microsoft de vraiment s'imposer encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais avec un vrai écosystème dans cet univers technologique quoi. Ouais, c'est vraiment ça le maître mot, hein. C'était la création d'un écosystème qui n'existait pas vraiment chez Samsung. Là, du coup, en se rapprochant de Microsoft, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et l'exemple, je pense, le plus parlant, c'est du coup cette possibilité maintenant et ce réel concurrent à Sidecar de pouvoir utiliser, et on y revient, sa Galaxy Tab en guise de second écran à son ordinateur qui tourne sous Windows. Ça, c'est plutôt fort parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes OS, on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Et on arrive du coup on va dire, pas oui, c'est comme si on pouvait streamer cet écran, en tout cas créer un deuxième écran sur sa tablette à côté, qui est quelque chose de plutôt cool. Et je trouve que c'est une bonne symbolique, on va dire, dans cette volonté de créer un écosystème puissant, à l'image de l'écosystème, encore une fois, d'une marque qu'on ne citera pas. Mais voilà, c'est quelque chose de plutôt cool. C'est quelque chose qui manquait, on va dire, et c'est quelque chose qui était surtout très reproché à tout ce qui est Samsung et plus généralement dans les firmes utilisant Android pour ses smartphones. Donc je trouve que c'est un bon point que Samsung essaie de progresser, on va dire, sur le marché, essaie d'avoir des petits plus pour enrichir, on va dire, l'expérience utilisateur. Donc pour moi, ouais, c'est un gros oui pour ça. Ouais, tu fais bien de le remarquer, j'allais presque l'oublier, mais c'est vrai que cette fonctionnalité permettant d'utiliser sa tablette comme un deuxième écran pour son ordinateur, c'est quelque chose qui me semble en fait super pratique, parce que ça veut dire qu'on part un petit peu en vacances avec son ordi et sa tablette, on peut avoir un vrai setup un petit peu pour travailler efficacement avec deux écrans, donc c'est super intéressant, et puis là l'intégrer entre Android et Microsoft, c'est vraiment une belle preuve de ce partenariat. Et puis, tant qu'on parle d'écosystème, j'espère que cette transition va te plaire, Arthur. On a vu cet écosystème un petit peu technologique, mais durant toute sa présentation, Samsung a bien mis en avant l'écosystème même au sein de ses produits, notamment en jouant avec les couleurs, avec les différents produits, les 5 produits qu'ils ont annoncés dans cette conférence, et dont le prochain est la Galaxy Watch 3, avant qu'on parle des Galaxy Buds qui sont vachement intéressants en termes de design, en termes de plein de choses. Mais parlons un petit peu de cette Galaxy Watch 3. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as retenu sur cette montre? Alors, ce que j'en ai retenu principalement, c'est que le design, j'aime pas du tout. C'est vraiment une montre que j'apprécie pas, et c'est souvent quelque chose qui revient sur ces montres connectées, c'est le design, et j'ai beaucoup de mal avec ce design rond, ce design qui essaye d'imiter une montre classique, et on l'a vu d'ailleurs, Samsung a beaucoup joué là-dessus en mettant par exemple alors si on peut appeler ça des watch face, c'est-à-dire le cadran digital de la montre avec du coup des aiguilles,
etc. Et d'ailleurs, on appuyait ça avec, pendant la conférence, le bruit des aiguilles qui allaient dedans. Moi, c'est quelque chose que j'ai horreur sur les montres connectées, c'est essayer de se rapprocher d'un design de montre classique. J'aime pas du tout. Je la trouve aussi plutôt épaisse. Et du coup, on voit avec ces deux boutons qui ont été rajoutés sur le côté. Enfin, pour moi, le design n'est pas du tout harmonieux et c'est un gros point noir sur une montre connectée. Il faut que sa montre soit belle. C'est avant tout un bijou, presque plus qu'un outil. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu dommage. C'est pas quelque chose qui me hype tant que ça. Bon, après, les fonctionnalités ont l'air plutôt cool. Hein, on se rapproche et on est sur ce qui se fait globalement sur le marché. Donc, bon, pourquoi pas, si on est dans l'écosystème Samsung et qu'on veut pas en sortir, bon, bah, soit. Mais c'est clairement pas une montre qui me chauffe. Ouais, bah, dès le tout début de leur aventure smartwatch, Samsung s'était lancé dans la montre ronde et continue là-dessus. Le look, moi, je le trouve pas dégueu. En fait, quand tu regardes sur leur site, ça paraît même beau. C'est ressemblant à une montre. Tu regardes sur le site, tu te dis, bah, c'est une montre. Sauf que quand tu le vois dans la réalité, bah, déjà, en effet, c'est épais. Hein. Une des présentatrices au Samsung Unpacked avait une Galaxy Watch et bah, ouais, c'est quand même assez gros par rapport à une montre classique en termes d'épaisseur. Et puis le fait d'avoir un écran rond, ça réduit quand même les possibilités en termes d'interaction sur la montre, parce que ça fait finalement une petite surface d'affichage utile. Donc c'est un design qu'ils ont choisi au début, ils s'y tiennent, ils continuent là-dedans. Ils ont remis, il me semble, la roue crantée pour naviguer. Apparemment c'est un bon pattern pour naviguer sur une montre comme ça avec un si petit écran. Mais je pense pas que ce soit en effet la bonne décision. Hein. Pour l'instant, on voit bien qu'ils sont les gagnants en termes de smartwatch grand public comme ça. Ils n'ont pas choisi une montre avec un cadran rond. Ils ont essayé de se démarquer différemment et ça a l'air de marcher. Là, Samsung continue sur cette voie de on a une vraie montre, mais qui est en fait une montre connectée. Est-ce que c'est la bonne voie ? Je sais pas, mais moi vraiment ce que j'y vois comme principal problème, c'est cette surface d'affichage qui en fait est vachement réduite parce que on peut rien mettre sur les contours du rond, quoi. Et du coup, ça aussi diminue les possibilités de création d'apps sur les montres Galaxy Watch, quoi. Donc c'est peut-être ce qui est le plus dommage. Ouais, bah ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé, la surface d'affichage, mais t'as bien fait d'en parler. Bon après, je sais pas si c'est une montre qui nécessite beaucoup d'interaction dessus. J'ai pas l'impression que ce soit comme pour en parler, hein, de l'Apple Watch, qui a du coup nombre d'applications dessus sur une espèce de, je sais pas si on pourrait appeler ça un launcher, mais en tout cas une home page où on pourrait avoir, où on a toutes ces petites bulles, etc. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas sur celle de Samsung. J'ai pas l'impression non plus du coup que ce soit une montre avec laquelle on a beaucoup à interagir. Je vois en tout cas cette montre plus comme un tracker, et un objet qui se veut tendance, qui se veut joli, qui se veut bijou. Que je ne trouve pas du tout joli, mais qui se veut l'être. On peut compléter cette idée avec cette petite feature qui est vraiment un gadget, le fait de pouvoir prendre une photo avec son smartphone de sa tenue par exemple pour pouvoir assortir la watch face de sa montre. Bon, j'ai trouvé ça vraiment gadget, mais qui est plutôt cool et qui va du coup dans cette idée d'objet tendance. Ouais, bah le problème c'est que si, comme tu le dis, c'est un gadget, là je suis sur le site Samsung, elle est quand même à partir de 429 €, cette Galaxy Watch 3. Donc pour un gadget où c'est pas trop centré sur les fonctionnalités, mais vraiment un tracker, du coup je trouve ça un petit peu cher. Si on le voit, tu vois, comme tu le dis. Donc bon, c'est pas un produit qui m'intéresse personnellement, donc je vais pas continuer forcément le débat là-dessus. Mais il fallait qu'on l'aborde dans ce podcast et puis qu'on vous donne un petit peu notre avis sur les choix de design en fait principalement, hein, parce que sinon il n'y a pas de grandes nouveautés sur cette Galaxy Watch 3. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça va nous permettre de faire une légère transition vers les Galaxy Buds, puisque cette montre permet surtout, et moi c'est vraiment l'élément central que je vois des montres connectées en ce moment, c'est de pouvoir contrôler sa musique dans ces écouteurs sans fil qui sont un peu dépourvus de fonctions de gestion de musique. Donc avoir cette montre, ça évite de sortir son téléphone. Et du coup, on peut parler de ces Galaxy Buds qui ont un design très très original. Alors,
on va en parler du design. Moi, je voudrais surtout parler de la qualité sonore avant tout, parce que c'est quelque chose qui est important sur des écouteurs, je pense. Là, on a un son qui est signé par AKG. Donc, qui est on va dire, une bonne garantie sur la qualité sonore. C'est plutôt cool. On a de la réduction de bruit active, qui est aussi plutôt cool, qui du coup place ces Galaxy Buds au standard du marché actuel des écouteurs haut de gamme, aux côtés des Sony VW, je ne sais plus comment, la référence est imprononçable, des AirPods Pro, bon, de tout un tas d'écouteurs sans fil très haut de gamme qui se hissent du coup à plus de $300, pas de $300, plus de $200. Donc voilà, là on a des écouteurs excellents qui ont un design très particulier. Et d'ailleurs, je vais te demander, qu'est-ce que tu en penses de ce design ? Eh ben ouais, en effet, ces Galaxy Buds Live, ils ont une petite forme de haricot, je pense, c'est ce qui le décrit le mieux. Au début, ça m'a laissé un petit peu bouche bée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en pense ? Et puis, ils ont montré des vidéos avec donc leurs différents coloris. Et franchement, je les trouve plutôt réussis, assez jolis. Ils ont une forme originale qui se démarque bien, qui dans les oreilles a l'air de faire relativement petit. Ça fait pas un gros boudin qui sort des oreilles. Les coloris aussi, donc le fameux, je ne me rappelle jamais du nom, le bronze. C'est ça, Mystique Bronze, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. Qui rend pas mal, et en fait, quand on le présente comme un bijou, et ben là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire, ça a clairement une couleur de bijou. C'est assez discret. Ça a l'air, franchement, le design, moi, je le trouve vraiment réussi. C'est joli, ils arrivent à se démarquer. Là où, en fait, la plupart des écouteurs sans fil, ils ont fait un gros truc moche. Ils se disent, c'est pas grave. Ou sinon, ils essayent de copier les AirPods. Donc, pour le coup, pour moi, c'est une réussite en termes de design. Sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve que c'est un design qui est assez naturel, qui se fond très bien dans l'oreille, et surtout du coup à l'entrée du conduit auditif. Je trouve que c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est un des seuls designs d'écouteurs sans fil qui n'a pas d'excroissance, en tout cas, qui va pas sembler comme une excroissance dans ses oreilles. Là, il y a rien qui sort. Tout est dans ton oreille. Je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli. Ces couleurs-là, bon, je suis moins fan. Moi, honnêtement, sur des écouteurs, je trouve ça un peu kitsch de mettre ce Mystique Bronze qui ressemble un peu à du Rose Gold. Je trouve que ça fait vraiment too much. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aurais plus vu 2 couleurs, ou 3, du blanc, du noir et du gris à la rigueur. Bon, là, je me verrais pas porter des écouteurs de couleur dans les oreilles. Je trouve que c'est en plus assez dommage parce que, comme je disais, c'est des écouteurs qui se fondent très bien dans l'oreille, qui ont un design très naturel. Donc là, bon, rajouter de la couleur comme ça, au final, ça fait qu'ils ne se fondent plus aussi bien qu'ils pourraient le faire. Donc voilà. Mais ouais, c'est quelque chose de plutôt cool. Moi, je suis plutôt emballé. Je suis moins emballé, par contre, par le design de la boîte de rangement. C'est con, mais pour moi, une boîte de rangement doit aussi être jolie. Et surtout pratique. Là, on a une boîte qui s'ouvre bizarrement, pas du tout à la manière de la boîte des AirPods ou de la boîte des Sony, qui s'ouvre avec comme une espèce de capuchon au-dessus qu'on peut soulever. Là, on peut ouvrir l'entièreté en fait de la boîte en deux. C'est un peu bizarre, comme un peu un papillon. Je suis pas fan de ça. Honnêtement, c'est quelque chose que je trouve peu pratique. Après, il faut voir aussi la taille. J'ai eu du mal pendant la conférence à me rendre compte des tailles des produits. C'est vrai pour ces écouteurs, mais c'est vrai pour d'autres produits comme la Tab ou le Note. À voir ce que ça rend, c'est quand même un point assez important. Quelle taille la boîte de rangement et donc au final ces écouteurs au complet vont prendre. Est-ce que ça va pouvoir bien se ranger dans sa poche, etc. Bon, c'est quelque chose à voir. Pour l'instant, je suis assez dubitatif sur le design de la boîte. Je le suis beaucoup moins sur le design des écouteurs en eux-mêmes que je trouve vraiment cool. Ouais, c'est vrai que la boîte, elle est pas fantastique. Je la trouve pas catastrophique non plus, elle est simple. En termes de taille, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'en ai compris,
Elle est relativement petite, donc ça logerait dans une poche tranquillement, ce qui pour moi est l'essentiel, hein, clairement sur une boîte d'écouteurs comme ça. Ceux qui ont des boîtes énormes, ça dégage tout de suite. Là, ça semble être assez compact. Après, oui, la boîte est pas magnifique. Pour le coup, c'est pas un problème, hein. Ils sont quand même relativement, en termes de prix, relativement concurrentiels, hein, sur le marché. Donc pour moi, c'est clairement plus important que le fait d'avoir une jolie boîte, sachant que voilà, elle est pas dégueu, hein. En termes de caractéristiques aussi sur le produit, quelques trucs à noter. Il y a une bonne batterie. Je crois qu'ils annoncent 6 heures d'écoute en une seule charge des écouteurs en eux-mêmes, ce qui est pas mal. Ça charge dans la boîte relativement rapidement pour atteindre jusqu'à 21 heures d'autonomie avec l'autonomie de la boîte, quoi, qui recharge donc les écouteurs. Il y a, comme tu l'as dit, une réduction de bruit active. Alors, c'est elle qui, moi, me pose un petit peu plus question. En général, la réduction de bruit active, c'est utile quand il y a déjà eu une réduction de bruit passive, donc c'est-à-dire que les écouteurs rentrent très bien dans les oreilles et bloquaient un petit peu le son le son général ambiant. Là, il n'y a pas du tout de réduction passive, que de la réduction active, donc des petits micros sur les écouteurs qui captent les sons ambiants pour les effacer dans ce que vous entendez dans vos oreilles. Donc il faudra voir ce que ça donne. Moi, j'attends bien sûr le test de Pépé Garcia, hein, l'expert français de l'audio sur YouTube. Et on pourra peut-être du coup en reparler suite à ça dans la causerie tech. Mais faudra voir ce que ça donne. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que ça, c'est quelque chose c'est un point important, le fait de coupler la réduction de bruit active et passive, c'est assez important. Et on le voit d'ailleurs. Moi, je suis un utilisateur des AirPods Pro. Quand l'AirPods est mal positionné dans ton oreille, au final, la réduction de bruit active a peu de sens. Donc ouais, c'est vrai que c'est un point important. Je sais pas comment Samsung va réussir à pallier ça. Mais ça peut être un vrai problème en tout cas. Après, oui, niveau qualité son, j'ai juste envie de rajouter le fait que donc c'est un son signé AKG, hein, comme je l'ai dit au début, mais ils ont surtout travaillé les basses. En rajoutant, alors comme un petit caisson de basse dans l'écouteur, on a pu voir une vue assez intéressante du Buds pour voir l'intérieur. Et du coup, on voyait ce petit caisson de basse microscopique qui ressemblait beaucoup au caisson de basse qu'avait présenté Apple dans ses MacBook Pro 13 pouces, tu sais, ces petits rectangles là. Alors là, c'est une version miniaturisée. Je trouve que le lien est assez cool. C'est une bonne idée. C'est intéressant de se focus sur les basses, étant donné qu'on le sait, hein, les musiques urbaines, que ce soit rap, R&B, etc., sont les musiques les plus écoutées dans la société en général et surtout dans la nôtre. Donc c'est cool d'orienter, on va dire, ces écouteurs vers ce type de son. Donc un bon point. Un très bon point. Mais voilà, tu as raison, on attend du coup le comparatif et le test de Pépé Garcia qui, j'en suis sûr, s'empressera de le réaliser. Voilà, donc une chaîne YouTube qu'on vous recommande tous les deux, Pépé Garcia sur YouTube. On essaiera de mettre le lien dans la description du podcast si on y pense. Sinon, vous pouvez nous demander sur les réseaux sociaux. Là, c'est sûr, ce sera dans la description. Fort Arthur et Romain P, barre du bad design. Vous nous trouverez, vous pouvez nous contacter pour nous demander le lien de sa chaîne si vous en avez besoin. Et on peut passer au dernier point, le Galaxy Z Fold. Avant ça, petit entracte pour parler du prix du Galaxy Note 20 en France, parce que je viens de le trouver. Donc en France, pour un Galaxy Note 20 4G, on commence à 959 €. Si on le passe en 5G, on passe à 1059 €. Alors mon ordi veut pas me le montrer, mais je l'ai vu tout à l'heure, 1059 €. Et pour le Galaxy Note 20 Ultra qui n'est que en 5G, on commence à 1309 €. Donc voilà, finalement les prix français restent, on va dire, stables par rapport au prix annoncé durant cette conférence. Ah, c'est assez amusant, j'avais pas relevé le fait qu'il y ait deux modèles de Galaxy Note 20 standard. Une version 4G, une version 5G, j'avais pas du tout relevé ça dans la keynote, enfin dans la conférence. C'est un choix assez surprenant d'ailleurs, parce que sur des téléphones très haut de gamme, pourquoi ne pas débuter directement avec de la 5G? Je vois pas qui irait choisir de la 4G.
même si on le sait, hein, la 5G n'est pas encore active partout et ne l'est pas en France, mais c'est un choix un peu bizarre d'avoir mis les deux, je trouve. Ouais, mais voilà, en tout cas c'est à savoir, on peut acheter un téléphone avec un dos en plastique à partir de 959 € avec de la 4G. Pas mal, ça donne envie. Bon, on peut peut-être passer au vrai coup de cœur. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé, enfin, le Galaxy Z Fold. Donc, c'est le téléphone pliable de Samsung. Donc, il y a aussi le Galaxy Z Flip qui existe, qui est un petit téléphone donc qui passe d'un carré à un format smartphone classique, alors que là, avec le Galaxy Z Fold, on passe d'un format de téléphone classique auquel on est habitué aujourd'hui à un format de tablette. Alors, ça s'appelle le Galaxy Z Fold 2. Celui qu'ils avaient sorti l'année dernière, c'était le Galaxy Fold tout court. On voit qu'ils ont rajouté le petit Z pour être cohérent, donc leur gamme Z, c'est les téléphones pliables en général. Moi, je suis conquis. Mais en fait, je me dis pourquoi ils ont sorti un Fold l'année dernière. L'année dernière, c'était clairement du prototype, c'était pas fini. Il y avait un écran microscopique à l'avant, c'était tout à fait inadmissible. Là, cette année, on a enfin un très bel écran sur la face avant. Ça fait plaisir. À l'intérieur, on a un sublime écran avec juste un petit poinçon pour la caméra. Là, on voit qu'on a affaire à un beau produit. On a même un écran en verre pliable. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu après, mais Samsung a fait un point un petit peu technique là-dessus sur comment ils ont réussi à mettre un écran en verre sur un téléphone pliable. Franchement, sur le papier, il a tout pour plaire, non ? Ah ouais, je suis totalement d'accord. Là, moi aussi, je suis conquis par ce smartphone. Déjà, je trouvais l'idée du smartphone pliable très séduisante parce qu'il y a ce côté utile d'avoir une très grande surface d'affichage quand on le veut et ne pas avoir deux devices, hein, un téléphone plus une tablette. Bon, là, on a quasiment tout sur le même appareil. Je trouve que c'est vraiment cool. Comme toi, je trouve un peu décevant d'avoir sorti une version prototype l'an dernier, le Fold classique, qui au final a eu beaucoup de soucis, hein. On le rappelle, l'écran, alors il y avait une protection d'écran dessus que beaucoup avaient retiré et qui avait causé la casse du smartphone. Enfin bref, c'était très problématique. C'est un téléphone qui avait eu beaucoup de problèmes. Pareil avec ce petit écran à l'avant qui n'avait aucun sens. Bon, là, je trouve que voilà, ils ont réussi ce smartphone-là, le Z Fold 2, qui est du coup un smartphone fini, hein, qui est quelque chose de totalement utilisable, qui a un vrai intérêt dans son utilisation, je trouve, qui doit probablement, parce que j'en ai jamais testé, doit donner une expérience utilisateur qui est complètement folle. Donc ouais, pour moi, c'est un gros oui. Samsung a aussi, et c'est ce que tu sous-entendais, a fait une vraie prouesse technique dans la création et dans l'élaboration de ce smartphone, que ce soit pour l'écran en verre, mais aussi le mécanisme de la charnière qui du coup permet d'éviter, c'était un problème qu'il y avait eu avec le Fold normal, qui avait la facilité, on va dire, à prendre la poussière dans la charnière et du coup à enrayer cette dernière, on va dire. Là, ils ont réussi à faire en sorte que la poussière ne rentre plus en rajoutant, et ça c'était un fait assez marrant, en rajoutant des petites brosses qui vont pouvoir éviter ça. Ils ont présenté cela en montrant leur comment on appelle ça, leur aspirateur. Donc ils ont foutu un peu un mini Dyson dans leur smartphone. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est quelque chose. C'est un smartphone qui me hype énormément. C'est un smartphone qui est cher, par contre, voilà, qui est pas pour tout le monde, qui n'est pas du tout adressé au grand public pour l'instant. Ah oui, clairement. Moi aussi, ça me hype. Par contre, là où j'ai vraiment un gros point à noter par rapport à ce que t'as dit en termes d'usage. Alors ça, moi, en termes d'usage, je suis pas encore convaincu. Là, en termes de produit, on est arrivé à quelque chose de sérieux. Voilà, un vrai produit qui aujourd'hui peut être vendu, peut être acheté sans qu'on se dise 2000 balles, on s'est fait douiller. Là, c'est cher. Environ 2000 €, on n'a pas le prix exact pour la France, hein, mais c'est un vrai produit fini, vrai produit quali, acceptable très largement pour 2020. Après, est-ce qu'en termes d'usage, est-ce que c'est utile ? Est-ce que si j'avais un Galaxy Fold, je vivrais mieux, on va dire, au quotidien ?
Ça, je suis pas sûr. Il faudra bien sûr tester cette expérience du téléphone pliable plus tard. Il y a quand même des soucis en termes d'usage, hein. Déjà, l'épaisseur du téléphone, qui est plus que 2 fois plus épais que nos téléphones actuels. Le poids aussi, et ça, c'est quand même vachement important, hein. En ce moment, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais à mon stage en vélo, si j'ai un téléphone qui est super épais dans la poche, bah, c'est pas pratique, pas agréable du tout. Surtout que j'aurais peur de l'abîmer au passage, surtout quand j'ai mis 2 000 € dedans. Donc en termes d'usage, moi je suis pas encore convaincu, hein. Il faudra me le démontrer, je dis pas que ça n'en a pas, que ça n'a pas d'avenir, je ne sais pas. Voilà ce que j'en dis aujourd'hui, mais c'est à valider. En tout cas, techniquement pour moi, c'est validé. En termes d'usage, ça reste à voir sur les prochaines années, et puis aussi pour le jour où ce sera à des prix abordables pour nous et pour le grand public, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Après, moi, je vois le produit qui apporterait du coup un nouveau type d'usage, hein. On n'utiliserait pas ce produit comme on utilise un smartphone actuellement. Pour moi, c'est quelque chose qui combine un petit peu les deux. Qui a certains avantages, certains petits plus qui peuvent être gadgets, mais on l'a vu pendant la conférence, la possibilité de l'utiliser, on va dire sur un format poudrier, c'est quelque chose qui était apparu avec le Z Flip, le fait de pouvoir le refermer qu'à moitié pour utiliser par exemple l'appareil photo ou des choses comme ça. Je trouve que ça a un peu plus d'intérêt sur celui-ci, notamment si on fait de la visio, si on a un usage professionnel pour faire de la visio, hein, c'est pleinement la période, pourquoi pas. Je trouve que ça peut rajouter des petits plus, c'est quelque chose de pratique, hein. On peut penser à un professionnel qui a besoin de faire de la visio en déplacement par exemple. Pour moi c'est quelque chose qui est cool, qui ne prend pas tant de place que ça, même si l'épaisseur est assez importante et le poids aussi. Après je ne sais pas si le poids est si gênant que ça quand on a le smartphone dans la poche. Je n'ai pas non plus d'ordre d'idée de combien celui-ci va peser. Je sais pas. Après, bon, c'est quelque chose à voir, c'est à prendre en main, c'est à essayer, je pense, sous plusieurs jours. Tu peux pas te faire un avis sur quelques minutes de test, je pense. Donc, ouais, il faut attendre encore les reviews et la possibilité de le prendre en main et de l'essayer vraiment. Ouais, bah en fait, personnellement, j'avais pu toucher un petit peu et tester pendant quelques minutes le Galaxy Fold, donc celui qui était sorti l'année dernière, et le ressenti en fait que j'avais eu, c'est que je trouvais la charnière vachement cool. Je trouvais le produit sympa, bon, malgré ces écrans qui à l'époque étaient pas ouf, mais une fois que tu l'as dans les mains, en fait, tu sais pas quoi en faire parce que t'as un téléphone, bon, comme t'as l'habitude, t'as une petite tablette, hein, parce que quand même le format d'un Galaxy Z Fold ouvert, ça reste une petite tablette, et du coup, pour ça, ouais, je sais pas, faudra voir, quoi. Ouais, après, est-ce que tu as en tête la taille, enfin la dimension de l'écran? Alors, je vais essayer de te la retrouver, si Ouais, je une fois peux. ouvert, il me semble qu'on doit se rapprocher du 8 pouces, hein. Ouais, C'est ben, quand même, ça fait un petit iPad mini. ouais, mais un petit iPad, bah justement, voilà, ça tombe bien que tu dises ça. Moi, l'iPad mini, j'ai jamais trop compris son utilité. J'en ai jamais eu l'utilité en tout cas, parce que c'est trop petit pour profiter d'un film, d'une vidéo ou d'un truc comme ça. Mais c'est trop grand pour être trop transportable. Bon là, avec le Fold, du coup, on le rend transportable, mais on le garde lourd et épais. Donc ouais, je suis pas convaincu en termes d'usage. Le Z Flip peut-être serait plus adapté à nos usages actuels, malgré que du coup l'ouverture à chaque fois du téléphone, à chaque fois qu'on veut l'utiliser, c'est quand même un frein auquel on n'est plus habitué. Donc je sais pas, ça reste à voir, et je ne peux plus exposer mon avis à ce sujet-là avant d'en savoir plus, d'en tester plus. Ouais, je vois. Bah, pour compléter ça, en parlant du Z Flip, son usage de devoir le réouvrir à chaque fois, je trouve que c'est quelque chose qui ne se pose plus vraiment du coup si on est dans un écosystème en plus avec cette montre connectée, puisque là on utiliserait le smartphone que quand on en a besoin et pas seulement pour regarder l'heure comme les trois quarts de nos activations du téléphone dans la journée. Donc oui, moi je trouve que c'est un faux problème, en tout cas maintenant avec cette idée d'écosystème. Bon, bah, ça restera à voir. Est-ce qu'on fait des petits spoilers pour les prochains épisodes de la causerie tech pour finir sur cet épisode intéressant, sur cette très bonne conférence Samsung Unpacked 2020?
Ouais, alors on pourrait parler un petit peu de différents sujets qui, par exemple, et c'est ce dont on avait parlé un petit peu avant, qui traiterait du son. Ce serait aussi dans la continuité du coup de de ces écouteurs sans fil. Pourquoi pas aborder différents sujets d'écosystèmes sonores. À travers, et c'est pas un jeu de mots, c'est pas voulu, mais à travers l'écosystème Sonos. Donc ça pourrait être plutôt cool. Pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder, qui serait intéressant et qui du coup serait toujours dans cette optique d'écosystème. Et ben voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la Causerie Tech. Si vous voulez aussi entendre parler d'autres sujets tech, c'est le lieu qui convient. N'hésitez pas aussi à noter le podcast, hein, ça nous aide à être référencé et tout, donc c'est vachement cool. Arthur, je te laisse le mot de la fin. Salut à tous. Et du coup, on vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux, à nous montrer que vous l'avez écouté, à nous partager tout ça, nous faire vos petits retours. C'est quelque chose qu'on apprécie toujours. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs fait et on vous en remercie. C'est quelque chose de plutôt cool. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour du coup traiter des sujets qu'on a pu sous-entendre là. Donc voilà. C'est tout pour moi. On a passé une très bonne conférence en tout cas. J'espère que le podcast vous a plu et donc à la prochaine.